qu'on vous accueille dans cet événement éducatif qui se place dans le cadre de la Semaine quantique européenne qui s'est passée toute cette semaine. C'est pour faire la promotion du programme européen flagship sur les technologies quantiques. Dans le cadre donc de cette semaine, nous avons le plaisir d'animer cette session, d'organiser cette session éducative destinée aux écoles, et aux professeurs et au grand public pour découvrir ces domaines excitants qui sont les technologies quantiques. Donc, moi, je m'appelle Eline Diamanti, je suis directrice de recherche au CNRS, au LIPSIS, laboratoire d'informatique de Sorbonne Université à Paris. J'anime cette session avec Philippe Grangier, qui est directeur de recherche au CNRS à l'Institut d'Optica Palaiseau et professeur à l'École polytechnique. Nous avons le plaisir d'accueillir nos orateurs dans une seconde. Je voulais juste dire à tous les participants que nous ferons des petites pauses pour que vous puissiez poser vos questions dans les petits cadres questions et réponses. N'hésitez pas du tout, ce sera avec un grand plaisir pour nous, les animateurs, de relayer vos questions pendant l'exposé à l'écrit aux deux intervenants. Et puis ensuite, à la fin de l'exposé, nous allons aussi ouvrir une séance questions-réponses. Et dans ce cadre-là, ce sera possible aussi de vous écouter. Même, vous pouvez lever la main dans le chat et comme ça, on peut vous laisser nous poser vos questions. Voilà, donc je vous laisse maintenant découvrir ce domaine passionnant avec Valentina Parigi et Mattia Valsers. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Valentina Parigi et je suis enseignante-chercheuse au laboratoire Chiasel-Bruxelles et Sorbonne Université. Moi, je m'occupe plutôt de l'optique quantique, donc qui rentre bien dans les cadres des révolutions quantiques qu'on va vous raconter. Et dans mon travail de recherche, je suis plutôt expérimentatrice, donc je m'occupe d'expériences qui regardent l'optique quantique. Et bonjour tout le monde, moi je m'appelle Mattia Valsers, je suis chargé de recherche dans la même équipe que Valentina, mais par ailleurs moi je vais m'occuper plutôt des calculs, donc je suis ce qu'on appelle un théoricien. Et donc moi je vais commencer à vous présenter ce domaine passionnant et vous parler des révolutions quantiques en pluriel parce qu'il y avait déjà une révolution quantique que vous connaissez peut-être pas encore. Et donc, le plan pour cette présentation, c'est la suivante. Donc, on va commencer à vous expliquer ce que ça veut dire le quantique, un système quantique, quelque chose qui est quantique. Après, je vais vous introduire la première révolution quantique qui est déjà passée. Ensuite, il y a la deuxième révolution quantique qui est une révolution qui a lieu à ce moment. Enfin, on espère qu'elle va vraiment continuer et nous donner plein de nouvelles choses. Donc, pour ça, on va vous expliquer surtout les calculs quantiques et la communication quantique comme deux points très importants dans cette révolution. Et finalement, on va vous parler aussi de l'avenir, donc ce qu'on espère qu'il va se passer dans le monde quantique et comment vous pouvez avoir une place dans toute cette histoire. Voilà, donc je vais commencer tout de suite avec la question, qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose est quantique ? En fait, la réponse, mon souris est très sensible. Donc, la réponse est assez simple. Un système est quantique si ce système se comporte selon les lois de la mécanique quantique. Voilà, donc maintenant vous savez. Mais bon, ça ne dit pas grand-chose si vous ne connaissez pas les lois de la mécanique quantique. Donc, ceux d'entre vous qui ont déjà entendu parler de la physique quantique, de la mécanique quantique, vous savez probablement qu'on parle typiquement des choses qui sont microscopiques. C'est le monde petit. Vous pensez peut-être aux atomes ou aux choses même plus petites que ça. Mais en fait, ce monde microscopique, très petit, peut avoir des effets qui vont se manifester sur une beaucoup plus grande échelle. Donc, sur le niveau macroscopique, par exemple, votre téléphone portable, c'est quelque chose où il y a beaucoup de physique quantique dedans. Donc, en fait, plus généralement, la mécanique quantique est vraiment partout autour de nous. Donc, il y a des exemples qui sont assez basiques, comme par exemple,
c'est bien attendu que dans la recherche de la physique quantique, il y a de la mécanique quantique. Après, il y a aussi des exemples comme la photosynthèse, le photovoltaïque, où on va faire une conversion de lumière en énergie qu'on peut utiliser. Donc ça aussi, on peut peut-être s'attendre de retrouver la physique quantique ou la mécanique quantique là-dedans. Et aussi, l'énergie nucléaire, c'est un autre exemple. Mais il y a aussi beaucoup de technologies où c'est peut-être un peu moins évident, qui sont vraiment les technologies de tous les jours, hein. Les lasers, par exemple, c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps. Dans mon souris super sensible, il y a un petit laser, par exemple. Après, il y a les circuits intégrés, les CCD et LED. En fait, les circuits intégrés, c'est tout ce qui est les processeurs dans les ordinateurs. Donc, tout ce qui fait des calculs dans un ordinateur, en téléphone, c'est un circuit intégré. Les CCD, c'est les caméras, à nouveau, quelque chose qui est dans votre téléphone. Et des LED, c'est vraiment des écrans, comme l'écran nouveau dans le téléphone. Voilà. Donc, la physique quantique, la mécanique quantique est partout. Et en fait, tous ces exemples que j'ai présentés ici, c'est des exemples qui sont basés sur ce qu'on appelle la quantification. Donc, c'est un phénomène énormément profond dans la mécanique quantique. C'est même si profond qu'en fait, on a appelé la mécanique quantique à cause de cette quantification. Voilà. Et donc, pour vous expliquer ce que c'est, cette quantification, je vais commencer de vous ramener vers la fin du 19e siècle, où les gens se posaient des questions autour de ça. C'est l'atome. Donc l'atome, vous connaissez probablement le modèle un peu naïf, où on se dit qu'on a un noyau de charge positive qui est très lourd, et on a un électron, c'est le petit point bleu là, qui tourne autour, un peu comme une planète tourne autour du Soleil. Et donc l'idée au 19e siècle, c'était vraiment que c'était comme ça. Et les gens se posaient la question, mais pourquoi est-ce que cet électron ne tombe pas sur le noyau? Et Bohr, en fait, il a introduit dans son modèle atomique l'idée de quantification. En fait, c'est simplement imposer l'idée que peut-être il y a juste quelques orbites, hein, comme ils sont ici, ils ont des chiffres N1, N2, etc. Il y a juste quelques orbites qui sont permis et tous les autres orbites qu'on peut imaginer, tout ce qui est dans les régions blanches, c'est simplement interdit. On va imposer ça comme une loi. Et en fait, si un électron veut passer d'une orbite vers une autre, il faut avoir une émission d'énergie en forme de lumière. Et donc, c'est ce qu'après, on va appeler un photon. Donc, plus schématiquement, ça ressemble à ça. Donc, on a pour chaque orbite de cet atome, on associe une énergie, une quantité de mouvement, si vous voulez. Et donc, on va avoir quelques valeurs d'énergie qu'on indique avec des petites lignes qui sont permis et tout le reste, toutes les autres valeurs d'énergie sont juste interdites par les lois de la mécanique quantique. Et donc, un électron qui se retrouve dans un niveau d'énergie haut peut faire une transition vers un niveau d'énergie bas par l'émission d'un petit paquet d'énergie, un petit paquet de lumière, ce qu'on appelle un photon. Donc, ce processus d'émission d'un paquet de lumière, c'est ce qu'on appelle l'émission spontanée. Et c'est à la base de certaines lampes maintenant, c'est plus très à la mode, mais des lampes halogènes, par exemple, ça fonctionne à la base de ça. Bon, maintenant, on sait que ce modèle atomique de Bohr, c'est beaucoup trop naïf. Les électrons ne tournent pas vraiment autour du noyau. Il y a des choses beaucoup plus profondes et compliquées qui se passent. Mais cette idée que certains niveaux d'énergie qui sont permis et tout le reste des valeurs possibles qui sont interdites, ça c'est quelque chose qui est vraiment resté, qui est vraiment à la base de la mécanique quantique encore comme on le connaît aujourd'hui. Donc, on peut bien évidemment aussi avoir le phénomène inverse. On a l'absorption, donc on a un petit paquet d'énergie avec exactement la bonne énergie qui arrive, donc un petit photon. Et cette énergie peut être absorbée par cet électron. Et après, cet électron se retrouve à un niveau d'énergie qui est plus haut. Voilà, c'est le processus inverse que ce processus d'émission. Donc,
ça semble peut-être un peu ésotérique, un peu bancal, mais en fait, ce processus d'absorption, c'est assez fondamental parce que c'est à la base de la photosynthèse. Donc, les molécules de chlorophylle dans les plantes, ils vont absorber des paquets d'énergie, des photons, et convertir ça en plantes. Et donc, c'est le processus qui, dans le fond, est à la base de toute la vie sur cette planète. Donc, c'est assez important. Voilà. On a des exemples qui sont un peu plus technologiques, un peu plus, on peut dire peut-être artificiels, où on va avoir l'émission stimulée. Donc, en fait, c'est un processus d'émission. Donc, on a à nouveau un petit électron qui se retrouve à un niveau d'énergie haut. Et en fait, on va avoir un petit photon qui se balade là, donc un petit paquet d'énergie qui va passer cet atome où on retrouve cet électron. Et en fait, la présence de ce petit paquet d'énergie va stimuler un événement d'émission. Donc, clairement, quand la quantité d'énergie là correspond à la quantité d'énergie, à la distance entre ces deux niveaux. Et donc, après, on se retrouve, après une émission, avec deux photons qui se comportent exactement de la même façon. Et donc, comme ça, en fait, quand on a de la lumière, on peut utiliser ça pour amplifier et encore avoir plus de lumière. Donc, c'est ça qu'on appelle un laser. Et donc, ça nous permet de faire des jolis dessins en figure comme ça. Et donc, ce qui est important là pour ce dessin, c'est que vous voyez en fait qu'il y a des couleurs de lumière différentes. Et les couleurs correspondent exactement à la quantité ou à la distance entre ces deux niveaux d'énergie. Donc, plus que la distance est petite, plus que la lumière devient rouge. Plus que la distance est grande, plus que la lumière va devenir bleue. Voilà. Après, il y a quelque chose de très important qui se passe avec ce phénomène de quantification quand on va prendre beaucoup d'atomes et les mettre ensemble. Donc, comme ça, on peut créer des matériaux beaucoup plus solides, on va dire. Ça s'appelle les matériaux solides dans le jargon. Et donc, on peut mettre à nouveau ce niveau d'énergie sur une échelle. Mais maintenant, parce qu'on a beaucoup d'atomes, en fait, on va se retrouver pas avec quelques valeurs d'énergie qui sont permis, mais plutôt avec des régions d'énergie. Donc, comme ici en orange et rose, où on peut avoir des énergies qui sont permis. Et entre ces deux niveaux, régions colorées, on a aussi une petite région blanc qui sont encore des régions qui sont interdites. Donc, on a encore certaines énergies qui sont interdites. Donc, quand on met tous ces atomes ensemble, en fait, il y a des matériaux qui sont des conducteurs, des insulateurs et tout ça. Mais des semi-conducteurs, c'est quelque chose de spécial parce que des semi-conducteurs, c'est des systèmes où en fait tous les électrons se retrouvent dans une bande, dans une région d'énergie bas, mais ils sont juste à la limite d'une barrière. Et en fait, en plus, les barrières sont très très petites. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'énergie pour avoir une transition d'un électron vers la région qui est en haut. Donc, avec un tout petit peu d'énergie, on peut, la mauvaise direction, on peut arriver à avoir ça. Donc, parce qu'on a beaucoup d'électrons qui sont dans la région en bas, en fait, ils vont se gêner plus ou moins. Donc, en fait, tous les niveaux d'énergie sont remplis et ça veut dire qu'on ne va pas avoir un courant quand on n'a que des électrons qui sont en bas, dans les régions en bas. Mais une fois qu'on a quelques électrons qui sont dans la région en haut, on va en fait avoir un courant d'électrons qui va se manifester. Et donc, ce que je vous explique là, c'est en fait un petit interrupteur. Avec un petit peu d'énergie, on peut passer d'un état qu'on appelle 0, où il n'y a pas de courant, vers un état qu'on appelle 1, où il y a un courant. Et donc, juste pour revenir sur ça à nouveau, cette petite transition d'énergie, ça peut à nouveau se faire avec un tout petit paquet de lumière, avec un photon, ou il y a aussi des autres façons de le faire. Mais bon, voilà. Et ce phénomène de quantification et surtout ces semi-conducteurs sont énormément importants dans la technologie, à ce point qu'ils étaient en fait à la base de ce qu'on appelle la première révolution quantique. C'est notre passé. Et je vais commencer avec les semi-conducteurs parce que les semi-conducteurs sont à la base
ce qu'on appelle un transistor. Donc, un transistor, c'est vraiment un petit interrupteur qui change entre 0 et 1. Et c'est à la base aussi de ce que dans un ordinateur qui a un processeur. Et donc, un ordinateur, ce que ça fait, ça va procéder des 0 et des 1, des bits, comme on dit, et ça va les changer. Donc, en fait, tout ce qu'un ordinateur est en train de faire, c'est changer des petits interrupteurs entre 0 et 1 de façon très malin. Voilà. Et donc, voilà, donc le transistor, ça a commencé fin des années 40 avec des objets assez macroscopiques. Hein. Donc, on a j'estime une dizaine de centimètres. Donc, on a un petit objet macroscopique et on a un interrupteur. Voilà, après quelques années, on a quand même réussi déjà à mettre plein de ces petits interrupteurs ensemble. Et quand le temps a continué, années 70, on se retrouve avec les premiers circuits intégrés. Donc, on va vraiment réussir à faire des petits transistors, des petits interrupteurs énormément petits et les mettre ensemble sur une puce, en fait, hein, sur un chip. Et donc, on se retrouve déjà avec des transistors qui ont une dizaine de micromètres, ce qui est plus petit que l'épaisseur d'une poêle. Donc, vraiment, ça devient tout de suite très petit. Et après, dans le fond, ça n'a pas trop arrêté. Donc, les années 80, on arrive à faire des petits interrupteurs, des transistors qui ont à peu près la taille d'une bactérie. Donc, vous voyez aussi, on arrive maintenant à mettre autour de 100 000 transistors sur un circuit. Après, dans les années 90, on arrive sur une échelle plutôt de nanomètres, donc ça devient vraiment très, très petit. La prochaine étape, encore dans les années 2000-2010, on arrive à quelques dizaines de nanomètres. Et donc, pour vous donner une idée, le fameux coronavirus qu'on connaît malheureusement très bien maintenant, ces virus ont une taille de entre 50 et 200 nanomètres. Donc, on fait des transistors, des petits interrupteurs qui sont en gros maintenant plus petits que le coronavirus. Et donc, pour vous donner l'idée de là où on est aujourd'hui, donc j'ai recherché le record. Donc, pour le moment, on a quelques dizaines de milliards de petits interrupteurs, de petits transistors ensemble sur une puce. Et ça veut dire que les transistors ont une taille de autour de 10, même un peu moins de nanomètres. Et voilà, pour vous donner l'idée, en molécule d'eau, ça a une taille de 0,3, 0,4 nanomètres, un peu moins qu'un nanomètre alors. Donc, on arrive vraiment à l'échelle moléculaire. Et donc, ça devient difficile parce que j'ai expliqué qu'en semi-conducteur, ça fonctionne avec un petit courant d'électrons. Donc, on a besoin de plusieurs atomes, plusieurs électrons. Et une fois qu'on est au niveau de 1, 2, 3 atomes, on ne peut plus vraiment faire des transistors. Donc, on arrive au point où on n'a plus un phénomène macroscopique qui se manifeste par beaucoup de petits systèmes qui travaillent ensemble, mais on est vraiment à quelque chose où le transistor a presque l'échelle vraiment d'un molécule. Voilà, donc je continue avec un autre exemple qui est le laser. Donc, vous ne savez peut-être pas, mais les lasers, c'est énormément important pour la communication. Donc, tout le monde qui a la fibre utilise un laser. Le souris, par exemple, utilise aussi un laser maintenant. Enfin, des lasers sont vraiment partout. On a clairement les petits pointers ou les choses pour lire les codes barres qui sont aussi importants. On l'utilise dans la recherche de fusion nucléaire et clairement, les lasers, c'est vachement important pour embêter les petits chatons aussi. Voilà. Et donc, pour vous donner un dernier exemple de quelque chose où quand même vraiment la quantification, cet effet de quantification était très important aussi. C'est l'imagerie médicale. Donc, si vous avez déjà fait un IRM, on a vraiment utilisé la séparation de niveaux d'énergie, par exemple, dans votre cerveau, pour faire des images. Donc, voilà. En fait, tout ça pour vous dire que les choses quantiques sont vraiment un peu partout autour de nous. Et donc, pour moi, le meilleur exemple, ça reste le téléphone où il y a vraiment le caméra, l'écran, le processeur interne. C'est tout quantique, en fait.
Et donc, c'est là où je finis mon petit intro de la première révolution quantique. Je vais passer la parole après à Valentina pour la deuxième révolution quantique, mais on va faire une petite pause pour répondre à quelques questions, s'il y a déjà des questions pertinentes. Donc, je crois que je vais donner la parole à Eleni et Philippe aussi qui ont suivi. Merci beaucoup Mathia, pour cette première partie. Donc, je vois un début d'une question dans les cadres, mais je ne vois pas la question elle-même. C'est peut-être un petit problème de cadrage. C'est pas grave. Dans ce cas-là, on pourra prendre cette question à la deuxième pause. Oui, Je oui. voulais juste vraiment souligner qu'on souhaite vraiment que ça soit interactif. Donc, n'hésitez pas du tout, j'ai dit ça à tous les spectateurs, de poser vos questions. Toutes les questions que vous pourriez avoir sur ce que vous avez entendu. Donc, on va continuer avec Valentina. Très bien. Donc, je vais passer à la deuxième révolution quantique, ce qui est notre présent aujourd'hui. Donc, comment nous sommes arrivés à la deuxième révolution quantique? Donc, ça, c'est la question fondamentale. Donc, en effet, Mathia nous a parlé des phénomènes quantiques qui se manifestent dans les cadres macroscopiques. Donc, c'est effectivement les effets même des transistors qu'on voit dans nos ordinateurs. En effet, la deuxième révolution quantique, elle est arrivée quand on a commencé à être capable de manipuler les propriétés quantiques des objets quantiques individuels. C'est ce qui a amené aussi au prix Nobel de Serge Haroche et David Muneland en 2012. Et en fait, ça veut dire qu'on peut manipuler les propriétés des objets comme un seul photon. Donc, Mathia nous parlait des petits paquets de lumière, on va en parler aussi plus tard, d'un seul électron, d'un seul atome, d'un seul ion. Donc, c'est des photons comme celui qui a été attrapé par Serge Haroche dans une cavité, ou un seul ion qui était piégé dans des champs électriques oscillants par David Muneland. Donc, en particulier, on va contrôler deux propriétés quantiques assez importantes dont on va parler maintenant. Donc, on parle de ce que c'est la génération d'états superposition qui vient de la dualité onde-particule et des générations d'états intriqués. Alors, ça a l'air d'être des concepts un peu difficiles et même mystérieux. C'est ce qu'on va essayer d'éclaircir par la suite de cette présentation. Donc, on va partir sur la génération d'états la génération d'états en superposition, mais plutôt, on parle des dualités onde-particules. Donc, on peut parler de la dualité onde-particule, on parle de lumière. Donc, la lumière, à la fin du 19e siècle, on était plutôt convaincu qu'on pouvait expliquer sa nature comme une onde. Donc, en fait, les débats sur la nature de la lumière étaient longs, très longs dans l'histoire, hein, mais on peut dire qu'il y a eu un moment un peu culminant de ces débats. Il y a eu une grosse discussion entre Newton et Huygens. Donc, Newton il pensait plutôt qu'on pouvait expliquer la nature de la lumière comme de petites particules, alors qu'Huygens avait l'idée que la lumière, c'était une onde. Donc, en fait, en particulier, c'est une oscillation du champ électromagnétique. Donc, une oscillation un peu comme une vague, en fait, qu'on voit dans l'eau, dans la mer. Donc, Huygens a eu plein d'autres physiciens qui l'ont un peu épaulé sur cette idée, donc Leo Fresnel, Foucault, Fizeau et en particulier Maxwell. Et donc, par des expériences et par l'établissement aussi de théories assez complètes par Maxwell, à la fin du 19e siècle, on était plutôt convaincus que la lumière est une onde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que la lumière est une onde? Donc, en particulier, ça permet de nous expliquer les couleurs. Donc, en fait, les différentes couleurs, on peut les voir comme des ondes on appelle une longueur d'onde différente. Donc, en fait, ils ont une oscillation qui est plus ou moins rapide à l'espace, donc moins rapide à l'écart du rouge et plus rapide à l'écart du violet. On a aussi des phénomènes assez connus, assez importants, donc en particulier l'interférence. Donc, si on prend deux ondes qui voyagent dans l'espace en parallèle, donc on peut dire qu'ils sont d'une certaine façon synchrones. En fait, les creux et les pics, ils se trouvent au même endroit pour les deux ondes au même moment. Et donc, en particulier, s'ils vont se réunir au même endroit de l'espace, on va voir les phénomènes d'interférence constructive. Donc, ça veut dire que les pics et les creux, ils vont se sommer les uns avec les autres. Aussi, si les deux ondes ne sont pas forcément synchrones, on va dire qu'ils sont plutôt en opposition des phases, donc ça veut dire que les pics ils correspondent plutôt à un creux de l'autre onde et ils vont se retrouver dans la même région de l'espace,
Donc là, il va avoir lieu une interférence destructive. Donc ça veut dire que les pics qui va s'essommer avec le cré, effectivement, on va voir 0. Bon, après, ce n'est pas vraiment 0 dans toutes les régions de l'espace. Normalement, des interférences constructives dans une région de l'espace, ça correspond à des interférences destructives en même temps dans d'autres régions de l'espace. Et donc, en particulier, on peut faire une expérience en prenant un écran, c'est cet petit écran violet, avec 2 trous, on appelle 2 fentes, et on y envoie de la lumière dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, en fait, c'est comme si dans ces 2 petits trous, il y avait 2 sources des lumières, donc ce qu'on appelle 2 ondes sphériques qui vont se propager. Et vous voyez que dans la région de l'espace qu'il y a derrière, on va à nouveau avoir plein de phénomènes d'interférence avec des pics et des creux qui vont se créer dans des régions différentes. Et en particulier, si on prend un écran à la fin qui est sensible à l'intensité de la lumière qui arrive, on va vraiment voir apparaître des régions lumineuses avec des régions moins lumineuses, plutôt noires en fait, et qui correspondent effectivement aux pics d'interférence constructives ou destructives. C'est ce qu'on appelle des franges d'interférence. Ok, très bien, on a l'impression d'avoir bien tout expliqué, mais en fait, au début du XXe siècle, on commence à se reposer la question si la lumière est vraiment une onde. Donc en fait, on va découvrir des phénomènes nouveaux, comme l'effet photoélectrique, où c'est un peu difficile d'expliquer ce qui se passe si on considère que la lumière est une onde. Donc c'est là que Einstein en fait va donner une nouvelle explication de ces types de phénomènes, en considérant que, en fait, on peut décrire la lumière comme des petits paquets d'énergie. Donc, les photons, dont même Mattia parlait tout à l'heure, il faut dire que la particule, en fait, photon que Einstein avait dans sa tête, c'est assez différent de la particule plus classique que Newton utilisait pour décrire la lumière. Et en effet, qu'est-ce que ça veut dire ça dans notre expérience? Donc, si la lumière, c'est des particules, donc ces photons qui arrivent sur notre écran, eh bien, on peut mettre de l'autre côté de l'écran ces petits transistors, on va dire, qu'on utilise plutôt comme des compteurs de photons, dont Mattia nous parlait tout à l'heure. Pourquoi, en fait, si notre photon il passe de la fente en bas, on va voir, par exemple, un électron qui passe dans la bande d'énergie en haut de notre semi-conducteur, et il fait ce qu'on appelle un clic. Donc, en fait, il va nous détecter la présence des photons dans cette fente en bas. Mais on peut aussi avoir que les photons ils décident plutôt de passer par la fente en haut. Donc, si les photons ils se comportent comme une particule, ils ne peuvent pas passer par les 2 fentes au même moment. Donc, les 2 détecteurs ne cliquent jamais au même moment. Et ça, c'est vrai, c'est une expérience qu'on peut faire, c'est vraiment ce qui se passe. Et alors, on se pose la question, la lumière est une onde ou une particule? Parce que là, on peut avoir des phénomènes différents qui peuvent être décrits comme des ondes, en considérant des ondes ou en considérant une particule. En fait, il faut plutôt dire que la lumière est un objet quantique. Donc, il n'est ni onde ni particule, donc il faut avoir une description un peu plus complexe. Mais on peut aussi faire des expériences qui nous montrent un peu, on va dire, les 2 propriétés en même temps. Donc, en fait, on reprend notre écran avec nos fentes, et plutôt que mettre des petits détecteurs juste derrière les fentes, on va les mettre sur l'écran à la fin, en fait, de notre région de l'espace, où on détectait plutôt les franges d'intensité tout à l'heure. Donc là, on va en mettre plein, hein, donc ils sont même plus petits en proportion par rapport à cet écran, histoire qu'on peut avoir des petits pixels avec des dimensions micrométriques un peu partout qui peuvent détecter ou pas de photons. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce type d'expérience? Eh bien, c'est ce que je vais vous montrer. Donc là, on voit apparaître sous l'écran exactement ce qui se passe dans son expérience. Donc, en fait, on va voir des compteurs des photons qui cliquent. Donc, c'est les petits points rouges qui vont apparaître un peu partout. Et voyons qu'est-ce qui se passe après un certain moment. C'est un peu de suspense. Et là, au bout d'un moment, oui, on a bien des clics partout qui ont l'air d'être aléatoires, mais non, ce n'est pas vrai, ils ne sont pas aléatoires. En fait, on va retrouver exactement les franges d'interférence qu'on avait avec le détecteur d'intensité. Et bien, ça, c'est une expérience qui est... pardon, je ne vais pas répartir là-dessus. C'est une expérience qui a été même faite par des étudiants en 2017 et qui peut être reproduite dans un banc optique avec un LED, donc un diode émettant de la lumière, et on va mettre notre écran avec notre fente, c'est ce qu'on appelle les fentes de Young, et une caméra CCD, pardon, c'est revenu
juste en arrière. Caméra CCD, qui est justement cet écran avec plein de petits détecteurs de photons, des compteurs de photons qui peuvent compter les photons qui se passent. Ok, très bien. Donc, la lumière, c'est un objet quantique. Effectivement, on peut voir un comportement ondulatoire corpusculaire selon aussi ce qu'on mesure. Mais ce n'est pas vrai seulement pour la lumière. C'est vrai pour n'importe quel type d'objet. Et même des objets qui ont masse. Donc, c'est l'idée qui était donnée par Louis de Broglie, en disant que même les objets avec masse, par exemple les électrons, sont des objets quantiques et donc ils ont un comportement qui peut être aussi ondulatoire. Donc en particulier, on peut aussi relier une longueur d'onde à n'importe quel objet. Et on pourrait faire la même expérience des fentes avec les électrons. Donc là, c'est des images, en fait, des électrons, des clics d'électrons qui sont accumulés sur un écran quand ils passent par deux fentes. Et de A à B, en fait, on va faire écouler les temps jusqu'à qu'on arrive à l'image D où on voit bien qu'on retrouve des franges d'interférence. Donc très bien, on a cet aspect particules, ondes dans tous les objets quantiques. Et c'est justement cet aspect qui nous permet de passer un peu à la description des états de superposition. Donc, si on revient aux fentes, on peut appeler en fait les états du passage d'une fente en bas ou en haut comme 0 ou 1. Donc, ça veut dire que par exemple, si je reprends mon photon, s'il passe par la fente en haut, j'ai dit que c'est un état quantique 0. Donc, quand on parle d'état quantique, on met ces petites parenthèses bizarres qu'on appelle des quêtes. S'il passe par les bas, j'ai dit que c'est l'état 1. Mais en effet, un objet classique, une particule classique, comme un bit, peut seulement choisir d'être 0 ou 1. Alors, par contre, les photons, c'est comme s'ils pouvaient choisir la superposition des 0,1. Donc là, j'écris cet état de superposition. Donc, pour ceux qui sont à l'aise avec l'espace vectoriel, c'est juste une superposition linéaire des deux vecteurs de la base, qui peut être effectivement la base 0 et 1. Donc, qu'est-ce que ça nous donne, ça? Donc, en effet, on peut voir tout de suite qu'on a beaucoup plus de possibilités. Donc, si on vivait dans une planète, les bits peuvent occuper dans ces planètes seulement l'état 0,1. Donc, c'est comme s'il était au pôle nord et au pôle sud de cette planète. Alors que les qubits, il peut occuper beaucoup plus de possibilités. Donc, il peut prendre toutes les positions dans l'espace. Et donc, je pense que c'est le moment de prendre d'autres questions avant que je repasse la parole à Mattia. Merci Valentina. Décidément, tout le monde préfère poser toutes leurs questions à la fin de l'exposé. Très bien. Bon, c'est pas grave, on continue. On aura plein de questions à la fin alors, hein, je suppose. Très bien. Merci Mattia. Je partage à nouveau mon écran et donc si tout va bien, vous voyez maintenant ce que moi je vois aussi. Et donc, je vais vous expliquer maintenant, après cet exposé de superposition, un autre mot compliqué de la physique quantique, c'est l'implication. Donc, les gens qui suivent de la vulgarisation de la physique quantique de temps en temps, ils ont probablement déjà entendu parler de l'implication, ils ont vu des petites images comme ça. Comme l'implication, c'est un peu de la magie, enfin, c'est un peu magique. Donc, moi, je vais essayer de vous expliquer pourquoi nous, en étant physiciens, on trouve que c'est quand même quelque chose de spécial, mais en même temps, j'espère de vous expliquer aussi que c'est peut-être moins exotique et magique que c'est des fois présenté. Donc, pour vous expliquer l'implication quantique, je dois commencer à vous expliquer le monde classique et le concept d'une corrélation. Et pour faire ça, je commence avec deux boules. Donc, j'ai une boule bleue et une boule orange-jaune, on va dire jaune. Et donc, il y a une corrélation dans le sens que je sais qu'en total, j'ai une boule bleue et une boule jaune. Je vais cacher avec un peu d'effort, ce n'est pas facile, mes boules dans des enveloppes. Et pour rendre l'histoire un peu plus exotique, je vais aller en espace. Donc, d'abord, je vais très bien mélanger mes deux enveloppes. Donc, je ne sais plus lesquelles est lesquelles. Et j'envoie une des deux enveloppes vers la Terre. Et l'autre enveloppe, je vais envoyer très loin vers l'autre côté de l'univers, on va dire. Une autre galaxie, quelque chose comme ça. Donc, maintenant, je vais faire ce qui est souvent présenté comme la magie. Je vais ouvrir une des deux enveloppes. Et je vois, j'ai la boule bleue. Et donc, félicitations. Maintenant, on a tous ensemble retrouvé de façon instantanée une information sur un objet qui est de l'autre côté de l'univers, l'autre enveloppe, parce qu'on sait que maintenant que l'autre enveloppe contient
la boule jaune. Est-ce que c'est de la magie? Pas vraiment, parce que j'espère que vous allez tous me dire que en fait, les boules sont dans les enveloppes dès les débuts. Dès les débuts, ils ont des couleurs qui sont bien déterminées, qui sont là et qui restent là tout le temps. Si je ferais à nouveau l'expérience et je mélangeais les enveloppes d'exactement la même façon, je me retrouvais à nouveau exactement avec la boule bleue. La boule bleue était toujours là avec moi et la boule orange était toujours dans l'autre enveloppe. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des variables cachées. Donc les variables cachées étaient littéralement cachées dans cet exemple par une petite enveloppe. Donc les couleurs sont prédéterminées, il n'y a rien de spécial qui se passe. Donc, dans la physique quantique, dans le monde quantique, c'est un peu différent. Parce que là, on peut prendre des petits boules quantiques qui sont un peu comme les qubits de Valentina, qui sont à la fois un peu bleu et un peu jaune au même temps. Et ce qui est spécial, c'est qu'on peut avoir cette corrélation là-dedans, dans le sens que si je fais apparaître une loupe ou un appareil de mesure et je mesure la boule à gauche et je vois que la boule à gauche est bleue, en fait, tout de suite, la boule à droite va aussi devenir jaune. Et on fait de la physique quantique, il faut répéter des expériences. Et donc, si on fait ça à nouveau et on fait tous exactement de la même façon, en fait, on peut retrouver un autre résultat. On peut retrouver cette fois que la boule à gauche devient jaune et la boule à droite devient bleue. Et donc, ce qui est spécial dans la physique quantique, c'est qu'il n'y a pas de variable cachée. Les couleurs de ces boules ne sont pas prédéterminées. Il n'y a pas de petite enveloppe qui les cache. Donc, les boules quantiques, ce n'est pas juste qu'il y a une boule qui est déjà là, qui est cachée par une enveloppe, mais c'est vraiment comme si le résultat est choisi et déterminé au moment de la mesure. Donc, moi, je dis choisi, il n'y a pas de raison pour dire qu'il y a quelque chose dans l'univers qui choisit forcément quel va être le résultat. Hein. Mais donc, il y a quelque chose de spécial qui se passe là. Et donc, c'est quelque chose qui a posé pas mal de problèmes conceptuels pour notamment les théoriciens au début, quand la physique quantique était conceptualisée. Il y avait quelqu'un comme Einstein, par exemple, qui était convaincu que cette idée de probabiliste, qu'on a juste une probabilité d'avoir l'un résultat ou l'autre, que c'était quand même pas vraiment pas vrai. En fait, lui, il avait l'idée qu'il y avait quelque chose comme une petite enveloppe qui cachait la couleur qui était prédéterminée. C'était juste que nos modèles n'étaient pas suffisamment avancés pour savoir quelle était cette enveloppe, donc, ou quel était le mécanisme qui faisait ça. Et donc, pendant pas mal de temps, les gens beaucoup de gens croyaient à Einstein, parce que bon, Einstein, c'est pas n'importe qui. Mais donc, quelques décennies plus tard, il y avait quand même un autre théoricien, John Bell, qui a proposé de faire une expérience. Donc, lui, il a dit, en fait, peut-être on peut tester s'il n'y a pas une petite enveloppe qui cache les choses. Et donc, c'est un théoricien, donc ce qu'il disait, c'était beaucoup plus compliqué que ça. En fait, il a proposé une formule. Et donc, l'idée, c'est que cette formule est toujours vraie quand on a une théorie qu'on peut expliquer avec des variables cachées, avec une petite enveloppe que peut-être on ne connaît pas. Mais il y a apparemment une façon d'avoir des prédictions qui sont différentes pour des théories qui n'ont vraiment pas d'enveloppe. Donc, si cette formule que Bell a proposée ici, si on met les données d'une expérience dedans et on voit que la formule est fausse, en fait, là, on sait que la théorie de la physique quantique, ce qu'on voit, ça ne peut pas être expliqué par des petits enveloppes qu'on ne connaît pas. Et donc, comment on sait comment on peut tester cette idée? En fait, on va avoir une discussion entre théoriciens qui va finalement être résolue, comme très souvent, par les expériences et les expérimentateurs. Donc, la première expérience pour tester cette formule de Bell, c'était fait par Clauser aux États-Unis. Donc là, vous voyez, pour tester quelque chose de microscopique, c'est un appareil énormément grand. Après,
les expériences ont beaucoup été améliorées ici en France par Alain Aspect. Vous voyez que ça devient même plus grand. Et finalement, il y avait aussi dans l'époque ancienne, donc ici on parle des années 70, les années 80 plutôt, et maintenant on arrive dans les années 90, où il y avait une équipe en Autriche de Zeilinger, où ils ont vraiment séparé les deux boules quantiques à plusieurs centaines de mètres. Et en fait, ils ont tous obtenu le même résultat. C'est le résultat que cette formule de Bell, elle est pas vraie. Donc, en fait, on ne peut pas expliquer ce qu'on voit euh, avec une théorie, avec des petits enveloppes. Donc, on peut montrer que c'est juste pas possible. C'est pas qu'on ne connaît pas les enveloppes, c'est qu'il n'y a juste pas de variable cachée dans cette théorie quantique. Donc, ça reste un domaine de développement actif. Donc, récemment, il y avait une très grande expérience où même des gens chez eux pouvaient participer en jouant en jeu. Donc, si ça vous intéresse, je vous suggère de visiter ce site web. Et aussi, il y avait récemment un article exactement par Alain Aspect pour mettre un peu, pour mettre un peu en contexte les expériences récentes qui ont vraiment plus ou moins fermé le débat. Donc, on est vraiment énormément sûr qu'on ne peut vraiment pas expliquer la physique quantique avec des variables cachées. Il n'y a pas d'enveloppe qu'on ne connaît pas. Il n'y a juste pas d'enveloppe du tout. Les variables ne sont pas prédéterminées. Voilà. Et donc, avec ça, je vais arrêter l'exposé du côté physique et on va plutôt venir sur le côté technologie. Donc, comment on peut utiliser ce physique pour faire des nouvelles technologies. Je vais passer la parole à nouveau à Valentina, mais j'ai vu qu'il y a une question. Donc, Oui. Oui, Mathia, alors je te passe la question. Est-ce que si on regarde la même particule plusieurs fois, est-ce qu'elle aurait changé de couleur ou est-ce qu'elle garde toujours la même couleur? c'est une question qui est très subtile parce que une fois qu'on regarde la particule et on le mesure, on le force à la fois la particule de choisir une couleur. Et si après on ne fait rien, ça dépend un peu de comment le particule interagit avec l'environnement, mais normalement, si on ne fait rien, ça va garder cette couleur. Donc, et en plus, on va détruire l'intrication quand on fait la mesure. Donc, aussi, les particules, l'autre qui est dans l'autre côté de l'univers, quand on refait une mesure, en fait, on a complètement cassé ce lien, si vous voulez. Donc, si on veut refaire l'expérience, ça veut dire qu'il faut recommencer dès le début, préparer deux boules quantiques, les séparer, faire la mesure. Et là, on peut, même si on fait tout exactement de la même façon, on peut quand même retrouver des résultats différents. Donc, c'est très subtil comme concept, mais c'est là vraiment où il y a… donc, il faut vraiment répéter toute l'expérience plein de fois. J'espère que c'est clair, plus ou moins, comme réponse. On pourra revenir dessus s'il faut à la fin. Ouais. Philippe a fait l'expérience, donc il peut vous expliquer beaucoup plus. Dans le cas du choix du résultat lors de la mesure avec les boules, les transports de l'information se fait-il instantanément? À grande distance, cela peut-il voyager plus vite que la vitesse de la lumière? Ça, c'est une question très compliquée. Aussi, donc là, on arrive au point subtil. Hein, donc ce qu'on appelle le collapse, le fait que une boule choisit une couleur, l'autre boule choisit une autre couleur, ça arrive instantanément, mais en même temps, pour savoir qu'un côté a fait en mesure, on a encore besoin d'un échange d'informations de l'un côté vers l'autre. Donc, on va dire que quand nous, on mesure la boule sur la Terre, il y a une autre boule de l'autre côté de l'univers. Si les gens de l'autre côté de l'univers veulent savoir que nous, on a mesuré, on a encore besoin d'envoyer une communication plus standard, plus classique. Donc, en fait, il y a quelque chose qui se passe qui est un phénomène que nous, on appelle non local. Il y a tout un débat de philosophie derrière, hein, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais le transfert d'informations même ne va pas plus vite que la lumière.
Donc, de l'autre côté de l'univers, on ne peut pas obtenir de l'information instantanément. On ne peut pas échanger de l'information instantanément. J'espère que c'est plus ou moins clair. Tout à fait. Donc, il faut préciser effectivement qu'on ne viole aucune loi de physique en faisant cette C'est ça. expérience. J'aurais dû le dire peut-être même un peu plus explicite. Ouais. Donc, du coup, il y a une autre question, mais je propose pourquoi n'utilisons-nous pas cette révolution pour lutter contre le Covid, comme on est dans les domaines du Ça, c'est pour nanomètre. la fin. Donc, je propose qu'on avance quand même. Et donc, Valentina, quand tu parleras de calcul quantique, peut-être tu peux, parce que ça relève plus du calcul, je dirais, on peut peut-être laisser cette question pour la suite. Voilà. Très bien. Donc, on va suivre, on va continuer avec la deuxième révolution. Très bien. Donc, si on parle de la deuxième révolution quantique, on parle des nouvelles technologies quantiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, en particulier, je parle de pas mal de chercheurs en Europe qui sont réunis tous ensemble pour essayer d'exploiter en fait les propriétés qu'on vient de vous expliquer, donc les états de superposition et l'intrication, pour mettre en œuvre des nouvelles technologies. Donc là, on a toute une série de nouvelles technologies dont on parle de calcul quantique. Donc les calculs quantiques, ça nous permet de faire des calculs plus rapides, donc être plus efficaces par rapport aux calculs classiques. Donc on peut faire des calculs très compliqués, chercher dans une grande base de données. On parle aussi des simulations quantiques. Donc la simulation, ça permet de en fait simuler les problèmes que normalement on ne sait pas résoudre pour trouver l'information qu'on cherche. Donc là, on parle par exemple de l'analyse financière, des prévisions météorologiques, des conceptions de nouveaux matériaux, et on va peut-être voir plus tard si on arrive à caser la solution du Covid quelque part. On parle aussi de métrologie quantique, donc ça veut dire qu'on peut faire des mesures qui sont plus efficaces des petites quantités, donc ça veut dire qu'on a plus de sensibilité. Et par exemple, juste pour donner un exemple, ça peut donner de l'imagerie médicale avancée. Et on parle aussi des communications quantiques, donc des communications qui sont plus sûres parce que les partages d'informations secrètes est sécurisé par les lois des physiques qu'on ne peut pas contourner. Donc, bien évidemment, on reste quand même en train de sonder la physique quantique fondamentale parce que c'est à partir de ces lois qu'après, on arrive à exploiter toutes les nouvelles en fait, technologies quantiques. Là, on n'aura pas le temps de tout vous expliquer, mais on a décidé d'en choisir deux de ces nouvelles technologies. Et en particulier, on a choisi les calculs quantiques et la communication quantique. Donc, je vais commencer à parler très brièvement du calcul quantique. Alors, pour parler du calcul quantique, il faut revenir avant à expliquer un peu l'ordinateur classique. Donc, les calculs classiques numériques, il est basé sur les bits. Donc, en fait, ça veut dire que toute l'information, n'importe laquelle, est transformée en une série des 0 et 1. Et cette information elle va être manipulée dans l'ordinateur classique par des opérations de ce qu'on appelle des portes logiques. Donc là, je suis en train de représenter une porte logique AND, donc c'est la porte E, où on peut faire entrer en fait l'information de 2 bits. Donc on a 2 entrées et une sortie. Donc par exemple, je vais envoyer sur la première entrée les bits 1 et sur la deuxième entrée les bits 0. Donc en fait, dans ces cas, la porte N, ça va me donner en sortie un bit 0. Donc je vais commencer à établir ce qu'on appelle une table de vérité. Donc bit en entrée 1, 1, les bits 2 c'est 0 et en fait l'opération bit 1, bit 2, ça me donne 0. Qu'est-ce qui se passe dans les cas contraires? Donc ça veut dire que j'envoie 0 par les hauts et 1 par les bas. Donc c'est pareil, on va retrouver en fait une valeur 0. Donc je peux empiler ça dans ma table de vérité. Et si j'envoie plutôt en valeur 0 des deux côtés, bah, qu'est-ce qui se passe? À nouveau, je vais retrouver un bit 0 en sortie de cette porte logique. Donc, je vais empiler ces résultats aussi dans ma table de vérité. Et bon, enfin, si j'envoie 2 bits qui sont 1, à la sortie de ma porte logique N, je vais retrouver un bit 1. Donc, très bien. En 4 passages, j'ai établi toute ma table de vérité. Mais bon, j'ai dû faire cette opération 4 fois pour trouver toutes les différentes informations. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les cas quantiques? Dans les cas quantiques, on peut envoyer des qubits
à la place des bits. Et donc, on peut explorer tous ces cas en parallèle parce que les qubits, on a bien vu qu'on peut avoir des superpositions de l'état 0 et de l'état 1. Et là, on peut retrouver tous les résultats en même temps. Donc, c'est un peu plus compliqué que ça. On va dire que déjà, la porte qu'on utilise, ça doit être une porte quantique. Ça ne suffit pas d'utiliser les mêmes portes classiques qu'on a dans l'ordinateur classique. Et surtout, après, si je vais sélectionner en fait un résultat, je suis plutôt intéressée à un résultat plutôt qu'à un autre, je dois bien trouver la façon de faire la bonne mesure pour trouver les résultats auxquels je suis intéressée. Donc là, on a l'impression qu'effectivement, on gagne beaucoup parce qu'on fait, entre guillemets, des calculs en parallèle. C'est vrai, en plus, on n'a pas un grand avantage si on n'a qu'une seule opération à faire. Il faut plutôt penser qu'on veut faire plusieurs opérations en même temps. Donc, on va dire que dans les futurs, on voudrait avoir des théraotech quantiques. Donc là, je vous présente, par exemple, juste on va dire, un protocole qui utilise plutôt des états des lumières. Donc ça, c'est un chip dans lequel on peut mettre plusieurs états des lumières avec plusieurs portes. Et c'est vrai qu'on a cette notion de parallélisme avec beaucoup de qubits, mais ça ne suffit pas de dire qu'on fait tous les calculs en parallèle. Bon, les calculs en parallèle, on peut aussi les faire dans d'autres, on va dire, ordinateurs classiques, par exemple analogiques. Mais ce qui est important, c'est que dans tous ces calculs, on peut aussi envoyer des états intriqués. Et donc, on a une corrélation quantique qui est gardée quand on fait les calculs. Et c'est ça qui fait la puissance de l'ordinateur quantique par rapport à l'ordinateur classique. Bon, je parle d'hétérotech quantique. Bon, en fait, on peut déjà se contacter d'un peu moins de qubits. Donc, déjà, si on a une soixantaine de qubits, on arrive à faire des opérations qui ont certains avantages par rapport à l'ordinateur classique. Donc, cet avantage, je l'appelle l'avantage quantique. Et là, je vous présente en fait des prototypes d'ordinateurs chez Google, Intel et IBM qui sont basés sur les supraconducteurs. Donc, les supraconducteurs, ils sont à la base des semi-conducteurs qu'on amène dans un état particulier, surtout normalement quand on les refroidit. Et à partir de ces qubits particulières, on arrive à démontrer qu'on peut faire des opérations qu'on n'est pas capable de faire avec un ordinateur classique. Et quel type d'opération on a envie de faire? Bon, là, je vous présente une opération assez connue, assez importante. C'est la factorisation en nombres premières. Alors là, par exemple, on a les numéros, pardon, juste en arrière, les numéros 15, et je pense que presque chacun d'entre vous peut me dire assez rapidement que sa décomposition, sa factorisation en nombres premières, c'est 3 fois 5. Alors, quand on passe au 663, ça devient un peu plus difficile, et ainsi de suite. Donc, les derniers numéros, c'est difficile à factoriser. Alors, cette décomposition, qui est effectivement une factorisation, est compliquée à faire en tant que calcul classique. Elle est même utilisée à la base de certains protocoles pour sécuriser, par exemple, les achats en ligne quand on utilise les protocoles HTTPS. Très bien, si on a un ordinateur quantique, cette factorisation est beaucoup plus simple. Donc, on peut la faire vraiment plus rapidement, surtout quand on commence à voir un nombre de chiffres qui est très important pour les nombres qu'on veut factoriser. Et je pense qu'avec ça, je vais arrêter de parler de l'ordinateur quantique pour un moment et je vais prendre des questions cinéma sur ces sujets. Pas encore, Valentina, merci beaucoup. Donc, peut-être tu peux, pendant que Mathias prépare, peut-être tu peux dire un petit peu quelque chose sur l'aspect, mais qu'est-ce qu'on peut attendre dans la science, dans les médecines, par exemple. Il faut quand même dire que c'est compliqué. Effectivement, dans la médecine, ce qu'on peut attendre, c'est qu'on peut faire la synthèse des nouveaux médicaments qui demande en fait un calcul quantique important sur les molécules. Donc, les états des molécules, c'est des états quantiques. Donc, en fait, pouvoir calculer les propriétés de ces molécules et donc, en fait, comment on peut exploiter ces molécules dans des composants plus complexes, comme dans les médicaments, c'est quelque chose qu'un ordinateur quantique peut faire beaucoup plus efficacement par rapport à un ordinateur classique. Donc, on peut s'attendre, effectivement, donc ça ne veut pas dire que l'ordinateur classique, il n'est pas du tout capable de les faire, mais normalement, ça veut dire que ça va lui prendre beaucoup plus de temps. Donc, justement, pour revenir à la création des médicaments dont on a
l'urgence. Donc, par exemple, comme dans les cas, effectivement, on nous a demandé si on peut faire des médicaments pour les Covid en partant de l'ordinateur quantique. Effectivement, ça peut donner de l'avantage. On n'est probablement pas encore en train de pouvoir en fait gérer ces molécules si complexes. Mais je dois dire qu'il y a beaucoup d'avancements sur ces sujets. Donc, on commence à être capable de calculer en fait, on va dire les propriétés fondamentales des molécules qui commencent à avoir une centaine d'atomes. Et là, en plus, on n'utilise pas que les mondes quantiques, on utilise aussi ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. On mélange les deux et on peut effectivement booster, comme on dit, les calculs pour arriver à donner les propriétés fondamentales de ces molécules. Même si pour les molécules encore plus complexes, il faut attendre encore un peu. Très bien. Merci beaucoup, Valentina. Mathieu, on t'écoute. Ok, donc comme Valentina a dit à la fin, donc la factorisation en nombre premier, c'est un protocole qui est à la base de la sécurité de plein de protocoles, dont surtout des protocoles qui sont utilisés pour la communication. Donc, l'ordinateur quantique, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour tout ce qui a communication. Par contre, heureusement, il y a aussi quelque chose qui s'appelle la communication quantique qui donne une réponse à ce problème. Donc, je vais vous expliquer très vite comment ça marche ou quelles sont les idées. Donc, pour expliquer la communication quantique, je dois vous introduire un peu plus généralement de ce qu'on veut dire vraiment quand on parle de communication. Donc, nous, en physique quantique, on parle toujours de Alice et Bob. On a toujours deux personnes, Alice et Bob. Et c'est plus chic que dire A et B. Voilà. Et donc, la communication, c'est juste un échange d'informations entre Alice et Bob. Donc, ça peut être une conversation entre les deux où ils parlent, par exemple, des technologies quantiques. Ça peut être une lettre qui est envoyée par Alice à Bob. Ou ça peut être aussi tout ce qui est technologique, en message WhatsApp, etc. Et donc, quels sont les problèmes avec tout ce qui est communication? C'est le fait qu'en fait, on peut avoir quelqu'un qui nous écoute. L'espionnage, malheureusement, ça existe. Ça peut être un peu banal, dans le sens que quand on a une conversation sur la rue, c'est possible qu'il y ait juste quelqu'un qui passe, qui entend une partie de la conversation. La conversation n'était pas bien sécurisée, on va dire. Par contre, on a aussi des choses beaucoup plus organisées. Par exemple, sur l'Internet, du hacking, ça peut être assez dangereux et prendre des grandes proportions. Donc, on veut bien pouvoir sécuriser la communication. Et donc, pourquoi une communication quantique ou quelle est l'idée d'une communication quantique? En fait, c'est de remplacer ces messages qu'on échange d'habitude par une boule quantique, un message quantique. L'idée de base, c'est qu'en fait, Alice va maintenant envoyer une boule quantique à Bob et Bob va recevoir cette boule quantique, faire des choses avec. Et l'idée, c'est que comme ça, Bob peut savoir que la ligne est sécurisée, qu'il n'y a personne qui écoute. Parce que si jamais on aura quelqu'un, un espion qui est en train de nous écouter, l'espion va à un moment, pour obtenir une information, devoir intercepter cette boule quantique. Et quand l'espion regarde la boule quantique avec une loupe, il va forcer, ou elle va forcer, ça peut être une fille aussi, un espion, la boule quantique de choisir une couleur, par exemple jaune, et finalement, probablement, la boule va être renvoyée à Bob. Et Bob va se dire, c'est bien bizarre ça, parce que je m'attendais à recevoir une boule quantique et en fait, les propriétés quantiques ont disparu, ont été réduites, quelque chose comme ça. Donc, l'idée de base, en fait, c'est que la physique quantique, les objets quantiques sont très fragiles. N'importe quelle interaction qu'on a avec l'environnement va typiquement réduire ou détruire les propriétés quantiques de cet objet. C'est pour ça que c'est ultra difficile de construire un ordinateur quantique. Mais dans la communication quantique, c'est quelque chose qu'on peut utiliser comme un avantage. Parce que quand on échange un objet quantique et il y a quelqu'un qui écoute, qui va interagir avec cet objet, en fait, il va perturber le système et on va perdre les propriétés quantiques et c'est un truc que ça se voit. Voilà, donc c'est énormément plus compliqué que ça, mais c'est l'idée de base. Donc,
c'est une idée qui est assez âgée. Donc déjà, il y a 30 ans, il y avait la première expérience, le premier prototype qui a utilisé ce style d'idée. Et donc, ils ont montré qu'ils peuvent communiquer de façon sécurisée de l'un côté de la table vers l'autre. Donc, ça, c'était le début. Mais maintenant, j'ai pris une petite image d'une entreprise qui s'appelle Idée Quantique. Et donc, ces technologies sont tout à fait commercialisées. Donc, ce que vous voyez là, ça ressemble un peu à une boîte d'Internet, par exemple. Et donc, c'est plug and play. C'est cette entreprise qui te donne cette boîte. Vous pouvez insérer tous les câbles et vous pouvez avoir une communication qui est sécurisée d'une façon quantique. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est utilisé par les particuliers. C'est typiquement, par exemple, entre les banques. Idée Quantique, c'est une entreprise suisse. Donc, les votations suisses utilisent aussi ce style de technologie, etc. Mais donc, ce n'est pas fini. Il y a aussi de la recherche pour exactement faire la communication quantique sur une échelle plus vaste. Par exemple, maintenant, on est complètement au niveau de satellite. Donc, on essaye d'utiliser la communication quantique pour avoir une communication sécurisée entre des satellites. Et donc, dans cet article-là, ils expliquent comment ils ont fait ça pour sécuriser une conversation entre un labo de recherche en Chine et un labo de recherche en Autriche. Donc, il y a aussi un grand projet par l'Agence européenne de l'espace, donc le ESA, qui travaille aussi sur ça. Et donc, il y a beaucoup de recherche encore sur la communication quantique. Mais finalement, je veux finir avec une petite remarque, c'est qu'il faut se méfier parce qu'il y a aussi quelque chose comme des hackers quantiques. Et c'est bizarre parce que la communication quantique, c'est quelque chose dont on peut prouver mathématiquement que c'est complètement sûr. On ne peut pas le craquer. Et quand même, il y a des gens qui arrivent à le faire. Et comment ils le font? En fait, c'est parce que les théoriciens comme moi, quand nous, on fait des calculs, on commence toujours avec quelques hypothèses parce que, bon, si on prend en compte toutes les imperfections partout, c'est impossible de vraiment faire des calculs. Donc, on fait quelques hypothèses et les hypothèses sont très bonnes, mais typiquement pas complètement satisfaites. Et donc, ce que ces hackers font, c'est exactement utiliser le fait que les hypothèses ne sont pas parfaites et que la réalité est un peu différente. Donc, ce sont des hackers qui sont plutôt sympas. Hein. Ils publient typiquement leurs résultats. Comme ça, tout de suite, on peut corriger les petits défauts de sécurité et donc améliorer les systèmes. Mais voilà, il n'y a rien qui est 100% sûr, on va dire. Et avec ça, je veux finir la petite histoire de la communication quantique et repasser la parole à Valentina, sauf s'il y a des questions. Hein, mais, je pense qu'on va prendre plutôt les questions à la fin, comme ça. Je vais arrêter le partage d'écran à nouveau. Très bien, donc j'irai bien sous les liens. Et donc, j'y reviens sur notre panel des nouveaux technologies quantiques. Donc, on vous a expliqué en fait très brièvement ce que c'est les calculs quantiques et la communication quantique. Donc, dans ce petit panel, je veux mettre en évidence que ces recherches, un peu dans tous les domaines, se font en France. Donc, il y a plusieurs équipes de recherche et même des startups en fait qui commencent à créer des objets qui effectivement font des calculs, de la simulation, de la métrologie et de la communication en se basant sur les lois de la mécanique quantique. Donc, ce que je montre là, c'est seulement quelques exemples. On peut avoir en fait des arrêts d'atomes, on peut avoir en fait des chips, des supras, ou effectivement aussi on peut faire du calcul avec des photons uniques. On peut faire des mesures efficaces, par exemple des gravimétries avec des atomes fois. On peut utiliser aussi ce qu'on appelle des centres colorés dans les diamants pour faire de la mesure de petites quantités et de la communication plus sûre qui se base plutôt sur la lumière. Donc là, on ne voit pas vraiment où c'est la lumière, mais on peut se baser aussi sur les variables analogiques de la lumière. Et on voit plutôt les câbles en fait, qui transportent en fait, cette lumière. Et là, effectivement, il y a aussi des réseaux européens qui essaient de mettre en place ces communications dans toute l'Europe.
Je répète ces deux exemples. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup d'équipes que je n'aurai pas le temps de citer parce que en fait, ça prendra une grosse partie de l'écran et on n'arrivera même pas à tous les citer. Mais c'est pour dire que c'est un domaine qui est assez actif en fait dans la recherche en France. Et en fait, on peut se poser la question en quoi ça vous concerne? Donc, l'avenir quantique de l'Europe et vous. Pourquoi c'est important? Donc, en fait, les technologies quantiques ne concernent pas seulement la physique. Donc, on vient de parler du fait qu'on peut avoir des retombées dans les calculs, par exemple, de nouveaux matériaux, des médicaments ou de l'analyse financière. Donc, en fait, ça concerne, l'application, ça concerne vraiment beaucoup, beaucoup de domaines. Et donc, les révolutions technologiques, en plus, sont importantes à prendre en compte au niveau de la société. Donc, elles peuvent avoir des profondes répercussions. Donc là, par exemple, on vous rappelle à tous que l'institution des réseaux sociaux, en fait, ça a donné a eu un impact assez important au niveau de la société. Et en plus, on essaie de trouver aussi des moyens efficaces pour communiquer sur les technologies quantiques à la société. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que les mondes quantiques, ça ne concerne pas que les physiciens, ça ne concerne pas que les technologies, ça concerne la société, ça concerne la communication. Et donc, on demande à beaucoup de personnes d'être acteurs de cette révolution technologique. Et pourquoi pas vous, dans les futurs, même si vous ne décidez pas forcément de faire de la physique, mais vous aurez la possibilité effectivement de côtoyer les technologies quantiques, de les utiliser, d'en parler et de vous poser des questions sur les technologies quantiques. En particulier, pourquoi on a fait cette présentation aujourd'hui? En fait, cette semaine, comme Eleni disait au début de cette séance, c'est la semaine européenne quantique, où tous les chercheurs qui travaillent dans ces domaines ils se sont réunis pour faire des conférences sur les nouveaux résultats. Mais on a aussi décidé que c'est important de communiquer tant que possible ces résultats en fait aux étudiants. Donc il y a tout un volet éducation, formation sur les programmes européens, donc les flagships. Et en ces moments, un peu partout dans cette semaine en Europe, on va voir ces types de présentations partout. Donc, j'ai mis la petite phrase « Nous sommes ici », vous voyez bien, mais il y a plein de petits points violets un peu partout en Europe avec des présentations qui sont faites aux étudiants. Et avec ça, on va vous remercier. On remercie beaucoup aussi toutes les personnes qui nous ont aidés en nous donnant des informations, des suggestions pour cette présentation. Merci beaucoup. Je pense que je vais arrêter les partages, revenir sur Eleni et on va essayer de voir s'il y a aussi des questions. Oui, merci beaucoup Valentina, merci beaucoup Mathias, c'était vraiment, vraiment super. Donc, je vais d'abord commencer par vous poser quelques petites questions du chat. Donc, on va commencer par la plus fondamentale. Concrètement, qu'est-ce qu'est la boule quantique? Oui, moi j'ai beaucoup parlé de la boule quantique, donc je peux prendre la question. Donc, en fait, la boule quantique, c'est un peu une métaphore. Ça peut être n'importe quel objet qui est quantique. Dans le fond, les lois de la physique quantique, on les retrouve dans les atomes, les électrons, la lumière. Il y a beaucoup de matériaux ou de systèmes fondamentaux où on retrouve ça. Par contre, pour la communication particulièrement, parce que là, j'ai utilisé la boule quantique aussi comme un exemple, la communication, ça va presque toujours être de la lumière et plus spécifiquement des photons. Il y a aussi des autres degrés de liberté de la lumière que notamment Eleni utilise dans ses expériences. Mais on va dire en général, l'idée c'est qu'on va échanger des photons, surtout parce que la lumière c'est quelque chose qui a des propriétés quantiques qui sont très intéressantes. La lumière n'a pas, par rapport aux autres choses, c'est pas très très fragile au niveau de… Donc les propriétés quantiques de la lumière sont par exemple pas très sensibles à la température et tout ça. C'est quelque chose relativement robuste qu'on peut assez facilement, avec des propriétés quantiques, envoyer sur des très longues distances. Donc, c'est pour ça que pour la communication, on utilise beaucoup et typiquement les photons. Par contre, ce qui va se passer souvent, c'est que pour après faire des calculs ou un style de processing, ça arrive aussi après faire un style d'interaction entre un photon et un autre système.
Donc, pour obtenir, par exemple, on va dire deux électrons dans deux labos différents qui sont intriqués l'un avec l'autre. Le photon va en fait médier cette intrication. Donc, c'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc pour la communication, presque toujours des photons. Je ne connais pas d'exemple où ce n'est pas des photons en fait. Mais donc, voilà, dans le reste, dans les ordinateurs quantiques, c'est typiquement des systèmes, des supraconducteurs, ça peut être des ions piégés, etc. Donc, il y a beaucoup de boules quantiques dans le monde. Valentina, quand sera commercialisé le premier ordinateur quantique? Ah, ça, c'est une très belle question, très bonne question. Alors, en effet, ça dépend déjà de quoi on parle quand on parle d'ordinateur quantique. Donc, si on pense à avoir nos petits ordinateurs portables qui vont devenir tous quantiques, ça ne va pas être pour tout de suite et probablement, ça va peut-être jamais être les cas. Donc, quand on parle d'ordinateur quantique, on pense plutôt que dans les prochains futurs, on va avoir des ordinateurs qui sont toujours gérés par probablement au début, c'est des organisations de recherche, après ça va être plutôt des industries. Comme un peu on gère des gros supercalculateurs, comme des serveurs en fait, qui sont quelque part, auxquels on va être tout connecté. Et c'est pour ça que, par exemple, c'est très intéressant de parler aussi de l'Internet quantique. Donc, comment on peut se connecter à ces gros calculateurs. Tout le monde, il peut être ce qu'on appelle un client, alors que notre ordinateur quantique, ça va être notre serveur. Et ça, c'est parce qu'en fait, générer les propriétés quantiques et les préserver sous cet ordinateur sous large échelle, c'est très compliqué. Donc, c'est très difficile de penser que chacun dans sa maison peut avoir son ordinateur quantique qui va marcher, il ne va jamais avoir des erreurs et qui ne va pas se détruire toutes les fois qu'on interagit avec lui. Donc, ce sera plus probablement, en fait, un ordinateur classique qui est basé quelque part dans un gros centre auquel on va se connecter pour coder notre information classique sur cet ordinateur quantique. Donc, il va faire beaucoup de calculs et après, on va avoir à nouveau l'information qui revient vers nous. Donc, probablement aussi, on ne sera pas tous intéressés à faire des calculs sur l'ordinateur quantique. Donc, en fait, j'ai parlé tout à l'heure de la génération ou quand même la compréhension des molécules pour générer des nouveaux médicaments. Là, il n'y aura pas tout le monde qui est intéressé à faire ça. Donc, ce sera plutôt des chercheurs dans ces domaines ou des industries, effectivement, qui veulent produire ces nouveaux médicaments, ces nouveaux matériaux, qui vont avoir leur centre de calcul quantique ou se connecter à un serveur quantique. Donc, vous voyez, dans ce que je suis en train de parler, en fait, j'ai déjà nommé l'Internet quantique qui permet de certaines façons de se relier les uns aux autres. Et j'ai évoqué au fait que l'information, il faut l'envoyer. Donc, on reparle aussi de la communication quantique dont Mathia a parlé tout à l'heure, qui doit être sécurisée parce qu'effectivement, on envoie des états quantiques et tout ça, ou de l'information classique qui se transforme en quantique. Donc, vous voyez qu'effectivement, toutes les technologies sont bien connectées les unes avec les autres. Mais oui, la commercialisation de l'ordinateur quantique en train de petite laptop, ordinateur portable qui sera chez nous, c'est peut-être pas forcément intéressant, on va dire. Merci Valentina. Et j'enchaîne avec une question qui est un peu liée. Peut-être Mathia, tu peux essayer de répondre à ça. Est-ce qu'on imagine un avenir avec seulement des ordinateurs quantiques ou plutôt une complémentarité entre des ordinateurs classiques et quantiques, chacun ayant ses propres avantages? C'est une question. Enfin, pour moi, l'ordinateur quantique, c'est quelque chose assez compliqué à imaginer parce que dans le fond, les algorithmes qu'on connaît, qui sont intéressants pour un ordinateur quantique, il y a les nombres premiers, par exemple, que Valentine a introduit, mais c'est pas comme on a une énorme set d'algorithmes qui sont connus. Donc, il y a des choses qu'un ordinateur classique fait déjà très bien. Donc, il y a certainement la question, est-ce qu'on a vraiment besoin de remplacer tout par un ordinateur quantique? Techniquement, ça devrait être possible, mais c'est probablement pas très intéressant, exactement parce que créer des états quantiques et les conserver, avoir toutes ces propriétés là-dedans, c'est extrêmement compliqué, c'est un énorme effort. Et moi, je ne suis pas complètement convaincu que cet effort vaut le coup pour tout ce qu'on fait. Probablement, c'est plus important de le faire que pour les choses où on en a vraiment besoin. Ça, c'est l'état où on est maintenant. Après, d'ici 50 ans ou d'ici un siècle, ça peut tout changer. Hein, donc,
je ne pense pas non plus que les gens pensaient que les ordinateurs des années 50 allaient se transformer vers quelque chose qu'on a tous à la maison. Mais pour ce qu'on peut prévoir, je crois que ce n'est pas très intéressant. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose là-dessus, j'ajouterais qu'il y a des efforts aussi d'intégrer, parce que cette image des calculs hybrides où effectivement on pourrait introduire des séquences classiques, non, des séquences quantiques, pardon, quelques calculs quantiques dans les high performance computing, comme on dit, donc dans des supercalculateurs classiques actuels. Donc en fait, cette combinaison des capacités de calcul classiques et quantiques est en œuvre en ce moment, je dirais. Donc, voilà, c'est une autre approche aussi qui pourrait être utile pour les réseaux de communication quantique également. Voilà. Donc, je passe à quelques... Ah, on continue. Je laisse pour la fin les questions un petit peu plus philosophiques. Donc, imaginons deux boules quantiques, l'une est de l'autre côté de l'univers. Imaginons que nous observons celle qui est ici. Elle choisit sa couleur. Et que de l'autre côté de l'univers, quelqu'un observe l'autre boule automatiquement, elle aura pris l'autre couleur, non? Mais dans ces cas, l'information aurait voyagé plus vite que la lumière. Donc, on revient à cette question de transport d'information. Des grands mystères, on va dire, de la physique quantique. Ouais. Et on voit souvent ceci, les questions. Et il y a quelque chose qui est très important à comprendre, et c'est que ce que Bob, donc, ou la personne qui est de l'autre côté de l'univers, voit, ça dépend pas forcément, enfin, ça dépend pas de ce qu'on fait de notre côté, dans le sens que on a un objet qui est corrélé. Donc, quand on regarde et on voit qu'on a, par exemple, la couleur bleue, on sait tout de suite que l'autre côté de l'univers, on a jaune. C'est quelque chose que, c'est pareil pour les enveloppes dans le jeu classique, en fait. Donc là, il n'y a pas trop de magie dedans. Par contre, Bob, il ne peut pas savoir quand nous, on fait notre mesure. Donc, construire quelque chose qui automatiquement va dire à Bob, ah, nous, on a fait une mesure, ça ne marche pas, parce que là, il faut envoyer une autre information à Bob. Donc, si Bob et Alice répètent l'expérience plein de fois, vont créer deux boules qui sont intriquées, vont les envoyer vers les deux côtés de l'univers, on va dire, vont faire les mesures et vont après comparer ce qu'ils ont mesuré, à quel point ils vont voir effectivement qu'il y a des corrélations entre ce qu'eux, ils ont mesuré. Et avec ces corrélations, on peut même violer cette formule de Bell, si on a bien fait. Mais en même temps, il n'y a pas de façon d'échange d'informations. Donc, quand Bob va regarder la boule que lui, il a de l'autre côté de l'univers, Bob va à un moment prendre aussi sa loupe et regarder. Il va voir, OK, ma boule est jaune. Mais il ne sait pas si c'est parce que Alice, de l'autre côté sur la Terre, a déjà mesuré la boule et a vu que la boule est bleue, ou si lui, c'est le premier qui mesure. Et en fait, sa boule, il a juste forcé sa boule de choisir la couleur. Donc, en fait, quand on va récupérer toutes les statistiques, je vais les dire comment ça marche dans une expérience. En fait, c'est peut-être plus simple. Quand on fait une expérience, on va reproduire les mêmes étapes plein de fois. On répète l'expérience et on récupère les statistiques des deux côtés d'Alice et Bob. Et quand Bob regarde les statistiques de l'autre côté de l'univers qu'il a obtenu, Bob va voir quelque chose où il ne voit pas du tout l'effet de Alice. C'est que quand Bob et Alice vont mettre leurs résultats ensemble, les grouper, ils vont voir qu'il y a des corrélations entre les résultats d'Alice et les résultats de Bob. J'espère que j'ai plus ou moins expliqué, donné une réponse. C'est une question très compliquée à bien répondre, donc j'essaye ce que je peux. Si quelqu'un des autres veut ajouter quelque chose, je vous laisse la parole. Donc, Tu veux ajouter quelque chose, Valentina? Alors, je pense que Mathia a bien donné l'idée que, effectivement, ce qui se passe sur chaque côté d'Alice et Bob, je répète, mais c'est répétant avec des mots différents de ce qu'il a dit Mathia, c'est qu'effectivement, chacun, ce qu'il fait de son côté, ce qu'ils observent de son côté, c'est totalement indépendant de ce qu'il fait l'autre, des résultats qu'il va voir. Et effectivement, le fait de dire, en fait, on va mettre les résultats ensemble, ça veut dire aussi qu'on regarde les mesures qui ont été faites en coïncidence, donc prises en coïncidence pour retrouver ces corrélations. Donc, les résultats, l'expérience, ça ne se passe pas forcément qu'en fait,
au moins pour essayer de caractériser l'intrication que Alice fait aux mesures et après communique à bord et tout ça, c'est que les deux ils font les mesures en continu de leur côté et après effectivement on compare ce qui s'est passé d'un côté et d'un autre. C'est là qu'on retrouve ces types de corrélations quantiques qui sont importantes. Très bien. Est-ce que la consommation d'énergie est-elle réduite avec le quantique? C'est une question assez intéressante. Tu veux commenter, Valentina? Alors, c'est une très bonne question. Donc, effectivement, vous avez vu que, un peu comme les ordinateurs classiques, pour les ordinateurs quantiques, on est aux premiers prototypes. Donc, ça consomme beaucoup d'énergie. Donc, notamment, par exemple, les supraconducteurs, ils demandent pour bien marcher d'être bien refroidis. Et donc, c'est des gros frigos qu'on utilise qui consomment beaucoup d'énergie. Et par contre, c'est pas fini. C'est pas fini dans le sens que c'est pas donné, comme disait Mattia, que d'ici 50 ans, on va voir un ordinateur qui est beaucoup plus efficace en termes de consommation d'énergie. Et en plus, je dois vous dire, il y a aussi une branche du quantique qui s'occupe de ce qu'on appelle la thermodynamique quantique. Donc, quand je parle des frigos, pour ceux qui ont déjà vu dans leur cours la thermodynamique, on sait qu'on a des cycles d'efficacité, il y a du travail qui est donné, effectivement de la consommation d'énergie et tout ça, donc on peut en parler. Donc il y a des chercheurs qui commencent à s'intéresser, qu'est-ce qui se passe en fait dans les cas quantiques? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire par exemple même des frigos quantiques plus efficaces? Alors c'est toujours, on va dire, c'est un domaine assez intéressant. L'autre chose qu'il faut dire dans ces types de systèmes de recherche, c'est que c'est toujours difficile de compter totalement toutes les ressources qu'on utilise. Mais ça nous arrive même dans les cas de l'ordinateur classique. Hein. Donc, parce que quand on pense même au frigo ou autre chose, il faut penser à l'énergie qu'on met dedans tout le temps électrique, mais même l'énergie qu'on a utilisée pour construire les frigos. Et donc, effectivement, ça dépend aussi là où on arrête les calculs. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour le moment, on n'est pas forcément plus efficace, mais il y a aussi une branche quantique qui s'intéresse à ça et on peut un peu voir ce qui se passera dans le futur. Si on va voir la même histoire de l'ordinateur classique et des vues de plus en plus petits et de plus en plus efficaces. C'est très prometteur et c'est très important. Je suis complètement d'accord. Donc, une petite question un petit peu plus philosophique. On parle de la révolution quantique comme s'il s'agissait de quelque chose de bien pour l'être humain, mais on oublie parfois de dire que c'est une attente à la vie privée de cet être humain. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Mathieu? Ok, donc moi là-dessus, je trouve que les révolutions technologiques et même les révolutions scientifiques, ça vient toujours avec des challenges. Quand on regarde la thermodynamique qui a été inventée 18e, 19e siècle, ils n'ont probablement pas pensé au fait que maintenant on aura le réchauffement climatique. On avait l'énergie ou la physique nucléaire. Et bon, finalement, ça nous a donné les bombes atomiques. On a Mark Zuckerberg, quand il a commencé ses réseaux sociaux, il n'avait peut-être pas pensé qu'un jour, ça allait influencer les élections aux États-Unis. Donc, je crois que toutes les technologies viennent avec leurs challenges. C'est très difficile à prévoir exactement quels sont les challenges. On peut faire de notre mieux pour les prévoir. Donc, c'est pour ça, par exemple, dans l'équipe d'Eleni, il y a des gens qui travaillent sur ce qu'on appelle blind quantum computing. Donc, comment on demande à un ordinateur quantique de faire quelque chose pour nous en cachant ce qu'on demande de faire et ce style de choses. Donc, on prévoit le plus que possible la sécurité. On prévoit le plus que possible, par exemple, avec la communication quantique, la sûreté pour éviter les risques de la vie privée. Mais en même temps, je crois qu'il y a toujours des choses qui peuvent arriver qu'on n'a pas prévues et il faut trouver des solutions quand on découvre les problèmes, malheureusement aussi. Donc, je crois que c'est quelque chose qui est toujours là avec toutes les technologies. Je peux rajouter quelque chose en fait. Alors déjà, je vais me rappeler d'un souvenir en fait d'un prof de philosophie de la science au lycée qui me disait en fait, la science, ce qu'il peut faire, il va les faire. Donc, ça veut dire qu'il y aura tout le temps un chercheur qu'une fois qu'on a eu une idée, il va quand même la mettre en pratique ou la tester. Donc, ça donne une idée un peu individualiste de la science.
Mais de l'autre côté, ce qui est important, c'est que effectivement, on étudie tous les phénomènes, parce que plus qu'on l'étudie et que plus on peut avoir en fait des informations sur ce que ça peut être les effets. C'est aussi l'importance d'avoir beaucoup de chercheurs dans différents côtés du monde qui font la même recherche et qui essaient en fait d'apporter les mêmes avancées technologiques un peu partout dans le monde. Parce qu'une fois que tout le monde a les mêmes outils, c'est plus important de se confronter les uns avec les autres. Et effectivement, je suis d'accord avec Mathias. C'est difficile de dire à l'avance si une technologie elle apporte quelque chose de bien ou pas à la société. Mais en fait, c'est important de l'étudier et d'étudier toutes les possibles applications qu'on peut avoir, justement pour se poser après la question sur comment on peut gérer cette technologie. Très bien. Et sur ces notes-là, je vais finir on va doucement commencer à conclure à cette session. Je répondrai juste un petit peu rapidement aux deux dernières questions. Il n'y a aucune raison de penser qu'il y aura des dangers pour la santé à cause des technologies quantiques, mais effectivement, une utilisation responsable de toutes les nouvelles technologies s'impose. Donc, ça, c'est des questions qu'on ne peut pas répondre dans cette phase-là. Ensuite, la physique quantique est une science très bien comprise. Il a des magnifiques côtés, mais ce n'est pas de la magie. Donc, il ne faut pas penser quoi que ce soit qui est extra scientifique. Et donc, il n'y a aucune raison de penser que ça contrôle quoi que ce soit. C'est une science expérimentalement vérifiable. Et donc, comme on a vu aujourd'hui, est utilisé. Donc, voilà, il ne faut pas penser à des phénomènes qui ne relèvent pas de la physique. Voilà, donc je crois on n'a plus de questions. Si quelqu'un veut lever les mains pour poser une question en direct, c'est toujours possible, mais je pense qu'on a fait le tour plus ou moins de tous les domaines. Donc, voilà. Donc, je vais remercier nos orateurs. Un grand merci à Valentine, un grand merci à Mathias. Merci à vous tous d'être connectés aujourd'hui pour apprendre plus. La séance sera enregistrée et sera diffusée sur YouTube. Elle sera disponible, donc vous pourrez le partager avec vos élèves ou vos collègues, avec vos amis pour que les informations sur cette nouvelle technologie soient les plus vite répondues. Voilà. Et nous serons disponibles à vos questions aussi. Les chercheurs sont là pour aussi aider à la vulgarisation de la science et de ces sciences qui peuvent être un petit peu compliquées parfois à suivre. Merci beaucoup et merci beaucoup de former aussi les nouveaux, les futurs chercheurs ou parmi vous, si vous êtes des élèves, qui vous serez les prochains chercheurs dans le domaine des technologies quantiques. Merci beaucoup à tous. Merci.